Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi 19 octobre, 3 jours après l'assassinat de Samuel Paty. Tous les professeurs en France, mais aussi sans doute ailleurs qu'en France, qu'ils enseignent dans des écoles, des collèges, des lycées ou des universités, se sentent directement concernés par l'assassinat de Samuel Paty. Le président de Sorbonne Université ainsi que les doyens des 3 facultés ont diffusé une déclaration à ce sujet dont je reprends ici les dernières phrases. Enseigner, quelle que soit la discipline, quel que soit le niveau, c'est d'abord enseigner la liberté de penser. Cette tragédie nous rappelle à toutes et à tous que cela peut avoir un prix face au fanatisme. La mort de notre collègue nous renforce dans notre volonté de promouvoir au quotidien les valeurs essentielles de l'intelligence christique qui sont le fondement intellectuel de la démocratie. Promouvoir au quotidien les valeurs essentielles de l'intelligence critique, c'est en effet ce que nous faisons à l'université lorsque nous étudions des textes, lorsque nous examinons comment nos disciplines évoluent dans l'histoire des idées, ou comment et pourquoi certains cadres théoriques, qui ont pu être productifs, apparaissent à un moment donné comme souffrant d'un déficit de cohérence interne ou d'un défaut d'adéquation avec les faits observés. Mais il faut bien reconnaître que dans la société française contemporaine, cette intelligence critique, faute de médiation, ne circule guère hors de l'université. Hormis la radio France Culture, on ne le dira jamais assez, qui joue d'une manière magistrale ce rôle consistant à faire passer les savoirs universitaires dans la sphère publique, les médiations sont peu nombreuses, et ce qui se passe à l'université reste généralement à l'université. Les universitaires doivent donc eux-mêmes tenter d'assurer ce travail de médiation, puisqu'ils savent que leurs livres ou leurs articles ne seront jamais lus que par des spécialistes, et donc que leurs idées ne pourront jamais alimenter le débat public. C'est ainsi qu'ils peuvent jouer le rôle de ce que Michel Foucault nommait les intellectuels spécifiques. Si je me permets donc de sortir momentanément de mon rôle habituel de professeur pour intervenir dans un domaine qui n'appartient pas directement, au moins en apparence, au domaine de la linguistique, ou, en d'autres termes, si je quitte le champ des considérations, disons, scientifiques au sens large, pour entrer dans celui des questions de société, c'est parce qu'il est évident que personne, si je ne le fais pas, n'établira un lien entre les recherches sur l'analogie linguistique qui sont l'objet du séminaire que j'anime ici depuis plusieurs années à Sorbonne, et la façon dont l'événement atroce qui s'est produit vendredi dernier affecte la société française. L'objectif n'est pas de donner des solutions, mais au moins de poser correctement les problèmes. Un événement de cette sorte génère fatalement des torrents de paroles, et le linguiste peut aider à fournir quelques repères, je crois. La prise en compte des phénomènes analogiques, notamment, me semble tout particulièrement éclairante. Commençons par la catégorisation. La catégorisation est l'un des aspects de l'analogie, comme processus cognitif. On l'a vu, un aspect essentiel, fondamental de la cognition humaine. C'est une caractéristique de l'esprit humain, comme d'ailleurs à un moindre degré de la plupart des êtres vivants, une caractéristique que l'on peut exprimer, que l'on peut décrire d'une façon négative. Nous ne pouvons pas ne pas catégoriser. Tout ce qui nous apparaît est immédiatement perçu, non pas dans sa pure singularité, mais comme un membre quelconque d'une catégorie. Or, il est bien évident qu'une singularité, quelle qu'elle soit, être, objet, structure, processus, est toujours susceptible d'être appréhendée dans plusieurs catégories distinctes. L'assassin de Samuel Paty pourra être ainsi placé dans plusieurs catégories différentes. Celle des assassins, celle des criminels, celle des islamistes ou celle des terroristes. Il pourrait aussi, à juste titre, être perçu comme appartenant à la catégorie plus large des musulmans, puisque ce crime a été perpétré au nom de l'islam, ou encore à celle des Tchétchènes, puisque nous savons désormais que cet individu était un Russe originaire de Tchétchénie. D'autres catégorisations, qu'on perçoit immédiatement comme moins pertinentes, seraient envisageables. L'assassin pourrait être blond ou brun, gros ou maigre, etc. D'autres encore, moins évidentes que les premières, mais plus pertinentes que les secondes, pourraient être mobilisées. La catégorie des jeunes, la catégorie des hommes, ou la catégorie des réfugiés, par exemple, puisque l'assassin était un jeune homme accueilli en France comme réfugié. Le point crucial est ici de comprendre qu'à un moment donné, dans une situation donnée, dans un objectif donné, toutes les catégorisations théoriquement envisageables, dont la liste est par principe non close, ne se valent pas. Cela signifie que le type de catégorisation choisi dépend largement des objectifs du locuteur. Celui ou celle qui veut stigmatiser une politique qu'il juge trop généreuse à l'égard des réfugiés mettra au premier plan l'appartenance de l'assassin à la catégorie des réfugiés.
Celui ou celle qui veut insister sur la responsabilité de l'islam dans cet événement tragique mobilisera la catégorie de l'islamisme ou la catégorie des musulmans. Inversement, celui ou celle qui veut insister sur le fait que les musulmans ordinaires sont sans rapport avec ce type de violence privilégiera la catégorie plus large de l'assassin, du criminel ou du terroriste. D'une manière plus marginale, on pourrait aussi valoriser la catégorie homme pour insister sur le fait que ce type de violence est très majoritairement masculine, un point de vue qui pourrait être défendu dans une perspective féministe par exemple, tout au moins d'une certaine tendance féministe. Le premier point à comprendre est donc le suivant: la catégorisation ne dépend pas uniquement des propriétés de l'être ou de l'objet catégorisé, elle dépend aussi de l'objectif du locuteur, c'est-à-dire de celui qui parle. Dans cette perspective, je me concentrerai uniquement sur un point car le sujet est très vaste, on y reviendra peut-être plus tard, un autre jour. La catégorisation la plus problématique est bien sûr la catégorisation religieuse, c'est-à-dire le fait de considérer que l'assassin appartient à la catégorie des musulmans. Je l'ai déjà dit, on peut utiliser ce mode de catégorisation dans le simple but de stigmatiser l'islam. En catégorisant l'assassin de Samuel Paty comme un musulman, je peux avoir comme objectif de suggérer que tout musulman est un assassin en puissance, un terroriste potentiel, que tout pratiquant de l'islam s'inscrit dans un devenir islamiste. On connaît bien l'exploitation politique de cet argument dans les partis politiques très à droite, droite dure ou droite extrême. Je n'insisterai pas. Le procédé de ce type d'argumentation, qui consiste à faire comme si seule la catégorisation islam ou islamiste était pertinente, est évidemment très grossier. Et malheureusement, c'est probablement ce qui explique son succès. Mais inversement, on ne peut ignorer que cette catégorisation est possible et même pertinente, c'est-à-dire que le crime a bien été commis au nom de l'islam. On ne peut donc pas non plus accepter l'argument selon lequel l'islamisme, c'est-à-dire le terrorisme islamiste, ou le totalitarisme islamiste, si on veut, serait absolument sans aucun rapport avec l'islam. La simple prise en compte des catégorisations possibles les plus pertinentes dans la situation interdit d'éliminer cette catégorisation. En outre, cette catégorisation ne peut pas être considérée comme non pertinente ou secondaire, comme l'étaient les catégories du poids ou de la couleur des cheveux que j'ai donné tout à l'heure à titre d'exemple. Il est parfaitement irrationnel ou de mauvaise foi de considérer que seule la catégorie musulman doit être retenue. Mais il est tout aussi irrationnel ou de mauvaise foi de considérer que cette catégorisation est complètement hors de propos. On pourrait d'ailleurs parler ici de mauvaise foi catégorielle. La question est donc de savoir ce que l'on peut faire de cette catégorie musulman. Dans cette toute première étape du raisonnement, j'insiste seulement sur le fait qu'il est urgent d'éviter les solutions simplistes, qui sont malheureusement très souvent celles que privilégient les partis politiques, parce que les partis politiques visent à toucher le plus grand nombre. Le problème est complexe et il met en jeu des processus plus ou moins conscients de catégorisation, dont la catégorisation musulman, qui pose des problèmes que les autres catégorisations, hormis celle de réfugiés, j'y reviens dans un instant, ne posent pas. Personne ne conteste que l'assassin de Samuel Paty doive être inclus dans la catégorie des assassins, des criminels, des tchétchènes ou des islamistes. Bon. Aucune de ces catégorisations ne pose problème. Mais encore une fois, le point sensible est celui de l'usage et des finalités des catégorisations impliquées dans le discours. Par exemple, la catégorie réfugié est tout aussi légitime que les autres d'un point de vue purement descriptif. Mais elle n'a pas le même statut que la catégorie musulman, puisque l'auteur du crime a bien agi en tant que musulman, au nom de l'islam, non pas en tant que réfugié. Ce qui serait le cas, par exemple, si on imagine qu'un réfugié commettait un assassinat pour protester contre les conditions dans lesquelles les réfugiés sont traités en France. La catégorie réfugié est donc moins pertinente dans la situation considérée. Et cette différence en termes de degré de pertinence me semble pouvoir être argumentée rationnellement, sans qu'il s'agisse là d'un point de vue purement subjectif. Et ce point est essentiel, puisque les finalités des catégorisations dépendent crucialement de la situation particulière dans laquelle elles sont mobilisées.
Par conséquent, son utilisation, l'utilisation de la catégorie réfugié, sera forcément plus artificielle ou plus forcée que les autres, et dénotera une instrumentalisation politique de la situation au détriment, je l'ai déjà dit, hein, c'est évident, de la politique d'accueil des réfugiés, un sujet qui est donc ici, on l'aura compris, largement hors de propos. Revenons donc au problème posé par l'appartenance de l'assassin de Samuel Paty. Hein, j'utilise cette dénomination, l'assassin de Samuel Paty, parce qu'elle me semble la plus neutre. Bon. Donc revenons au problème posé par l'appartenance de l'assassin de Samuel Paty à la catégorie musulman. L'une des solutions, mais là encore de facilité, voire complètement stupide, serait de distinguer le bon et le mauvais musulman, et de tendre vers l'idée que le mauvais musulman n'est pas vraiment un musulman. Une autre façon d'évacuer complètement l'islam de la responsabilité de ce problème. Mais qui jugera? Qui décidera où se trouve le bon musulman? Pour les terroristes, celui qui assassine des infidèles est bien sûr un meilleur musulman qu'un musulman discret. Et inversement, pour la plupart des autres musulmans, c'est le terroriste qui est un mauvais musulman. Chacun invoquera le Coran à l'appui de son opinion, le Coran qui permet, comme la plupart des textes sacrés, on le sait bien, de justifier à peu près tout, et son contraire. D'ailleurs, il y aurait ici, mais ça sortirait de mon sujet, toute une problématique de la question du rapport au texte. Comment on enseigne le rapport au texte dans différentes sociétés ou dans différentes cultures. Et là, c'est un point qui sortirait de mon propos, mais qui est, à mon avis, assez pertinent pour ces questions-là. Bon. Et donc je reprends mon propos. Il serait tout aussi absurde, comme on l'entend parfois, de refuser le principe même de la catégorisation, en argumentant que, par exemple, c'est une chose qu'on entend parfois, le musulman en général n'existe pas et qu'il n'existe que des musulmans singuliers. Que des personnes particulières, des personnes singulières. Bon. Cette position se situe sur un tout autre plan qui ne tient pas du tout compte des processus cognitifs réels qui caractérisent l'humain et qui néglige le rôle du langage et des langues qui sont elles-mêmes nos principaux pourvoyeurs de catégories. On ne peut pas faire comme si les processus de catégorisation n'existaient pas, comme si les humains n'étaient confrontés qu'à de pures singularités. C'est une vision d'esprit. Ces processus cognitifs de catégorisation existent. Ils sont documentés scientifiquement. Nous devons donc les prendre en compte et en faire quelque chose. En raison de cette inévitable catégorisation de l'assassin de Samuel Paty comme musulman, tous les musulmans français sont donc plus ou moins nécessairement affectés par ce crime commis au nom de leur religion. Et malheureusement, depuis 5 ans, la France est régulièrement attaquée au nom de l'islam. Je me limite ici à la France, mais on pourrait peut-être élargir le propos à d'autres pays. Alors, on pourrait tirer ensuite toutes sortes de conséquences de cette catégorisation, notamment à l'égard des signes religieux, des signes religieux, les barbes islamistes par exemple, ou le voile, ou certains types de voiles, certains types d'habillements. Bon. Je ne veux pas du tout entrer dans ce débat ici, mais on voit bien que la perception qui est parfois assez négative de ces marques de l'islam est liée à ce problème de la catégorisation de la catégorie islam, de la catégorie musulman, qui est impliquée dans ces drames, attentats islamistes, etc. Alors, nous entendons déjà et nous allons continuer à entendre des discours de toutes sortes qui mettront en jeu plus ou moins explicitement, plus ou moins pertinemment, les catégorisations que j'ai ici très rapidement décrites. Ces catégorisations, elles apparaîtront régulièrement dans les propos des politiques, des journalistes, des citoyens ordinaires. On pourrait même se risquer à affirmer qu'une discussion sur ce sujet, qui n'aurait pas pour point de départ à la fois le refus du surinvestissement de la catégorisation musulman et en même temps le refus de la pure et simple élimination de la même catégorisation, sera une discussion stérile, sans aucun intérêt. Le fait de connaître ces catégorisations, de les prévoir et de les identifier dans les paroles suscitées par l'assassinat de Samuel Paty me semble permettre à toutes et tous de gagner
en intelligibilité, donc en compréhension. Gagner en intelligibilité et en compréhension. Et je crois que nous en aurons besoin dans les temps à venir. Voilà, je m'arrête là sur cette question. En tant que professeur, vous comprenez, je ne pouvais pas recommencer la semaine comme si rien ne s'était. Donc il fallait que je dise quelque chose, mais voilà, je vois que vous avez réagi pendant que je parlais. On peut aussi prendre 5 minutes pour en parler un petit peu entre nous, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Très bien. Alors, je vais donc brancher mon ordinateur et nous allons reprendre le cours normal. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé à travailler... pardon ? Les fonctions de l'analogie. C'est ça. On avait commencé à travailler sur les fonctions de l'analogie. J'avais donc les 6 fonctions de l'analogie qui sont énumérées ici, donc fonction catégorisatrice, fonction régularisatrice, fonction iconique, fonction figurative, fonction discursive et fonction paraphrastique. Donc toutes ces fonctions sont, si vous voulez, il y a une liste qui est, qui, à partir des travaux que j'ai faits ces dernières années, qui est un peu stabilisée, mais il n'y a pas de principe qui ferait que ça s'arrête forcément à 6, peut-être qu'une 7e serait possible. Je veux dire que les choses ne sont pas complètement figées. Mais dans les analyses que j'ai eu l'occasion de faire depuis que je m'occupe de ces questions, pratiquement tous les cas que je rencontre entrent dans l'une de ces 6 rubriques. Alors, j'avais parlé déjà de la fonction de catégorisation, la fonction catégorisatrice, dont on avait vu qu'elle joue à différents niveaux. Donc, on a des catégories qui sont purement des catégories de sens, donc au niveau des concepts, des signifiés, etc., des catégories de forme qui concernent les phonèmes, et puis les catégories forme plus sens, c'est-à-dire les phrases, les mots, les textes. C'est ce dont je viens de parler, d'ailleurs. Et la deuxième fonction que nous avions examinée, c'est la fonction de régularisation. Donc dans ce cas-là, le rôle de l'analogie ne consiste plus, comme précédemment, à dire ces 2 éléments sont similaires, donc je fais une analogie entre eux, c'est-à-dire une identification. Ici, l'identification vise à dire que les 2 éléments appartiennent à la même catégorie. Dans le cas de la fonction de régularisation, l'analogie, qui consiste donc encore une fois à une identification à partir de similarités, elle vise à dire que les 2 entités, ou plus, appartiennent à un seul et même paradigme morphologique, c'est-à-dire qu'il y a une régularité. On va reparler tout à l'heure de motivation relative, donc je n'insiste pas. Et j'avais noté qu'il existe des courants de la morphologie, notamment la morphologie naturelle, qui s'intéressent tout particulièrement à cette fonction de l'analogie. Et puis j'avais terminé sur l'analogie iconique, qui est donc le sujet le plus compliqué, le moins travaillé, en particulier en France, et qui est compliqué parce qu'évidemment, il ne s'agit plus cette fois-ci d'une analogie homogène entre des choses de même nature, comme on l'a vu précédemment, les 2 autres types d'analogies, qu'elles soient de régularisation ou de catégorisation, elles sont homogènes. Mais l'analogie iconique, c'est typiquement l'analogie hétérogène qui associe 2 choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. De la signification d'un côté, des sons de l'autre. Bon, c'est quand même assez compliqué. Cette analogie, elle joue un rôle d'efficience sémiotique, au sens où un signe qui présente à un certain degré cette fonction iconique, disons un signe qui instancie cette fonction iconique, est un signe plus facile à manipuler cognitivement. Donc,
cette perspective, si vous voulez, elle renvoie à une forme de fonctionnalisme. Hein. Quand on dit plus facile d'utilisation, on renvoie à une perspective qu'on appelle en linguistique le fonctionnalisme, qui vise, si vous voulez, à analyser le langage comme un outil de communication qui doit être efficace. Donc, pour que l'outil de communication soit plus efficace, l'iconicité peut jouer un rôle. Et on le verra plus tard à partir d'un article qui montre que même pour l'apprentissage, hein, l'iconicité peut jouer un rôle intéressant. Alors, je vous avais dit qu'il existe deux types de recherches qui permettent de documenter cette fonction iconique, des expérimentations de type psycholinguistique et puis des descriptions sur des corpus. Alors, on passe... ah oui, pardon, j'avais oublié que j'avais laissé aussi cette diapositive concernant l'article de Monaghan sur lequel je m'étais arrêté. Donc, un article qui dans un corpus, qui est un exemple, si vous voulez, de cette deuxième catégorie d'études, à partir d'un corpus, fait apparaître des corrélations entre des distances phonologiques et des distances sémantiques. Hein. Donc, des mots proches du point de vue du sens sont proches du point de vue du son. Alors, je passe maintenant à une quatrième fonction qui est un peu, peut-être plus inattendue, que j'appelle la fonction figurative. En fait, cette fonction figurative, on y pense forcément quand on pense à l'analogie, à la métaphore. Hein. On y pense forcément quand on pense à la métaphore, parce que y a toujours cette idée, d'abord d'une part que la métaphore a un rapport avec l'analogie, puisqu'elle est bien basée sur des similarités. Hein. Donc la métaphore a un rapport avec l'analogie. Et puis, par ailleurs, dans la métaphore, il y a l'idée qu'on a une image, que quelque chose fait image. D'où cette notion de fonction figurative. Alors, l'image, comme le dit Le Guern dans un livre qui s'appelle, un livre que je vous conseille, qui est ancien, mais qui est un très beau livre sur le sujet de la métaphore, Sémantique de la métaphore et de la métonymie. C'est un livre extrêmement intéressant sur ces questions. Donc, Michel Le Guern disait... L'image est l'expression linguistique d'une analogie. Donc, vous voyez, le lien entre image et analogie, il est établi par certains auteurs. Mais ce qu'on peut remarquer, souvent quand on étudie, disons, ce qu'on appelle les figures, hein, c'est que ces dimensions que j'appelle ici figuratives, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire par fonction figurative? Je veux dire que ce sont des mots qui vont produire un effet d'image, qui vont vous donner une image mentale. Cette dimension figurative de la figure, elle est souvent négligée. On va parler dans l'hypotypose. Hein, vous savez, l'hypotypose, c'est une figure qui consiste à décrire les choses de façon telle qu'on a l'impression qu'elles sont là devant vous. Hein, voilà. Mais en général, quand on parle de la métaphore, on n'en parle pas tellement dans ce sens-là, dans l'effet d'image qu'elle produit. On parle d'image, ordinairement, mais on ne s'interroge pas sur en quel sens on utilise le mot « image » dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire que la métaphore est une image? Ce n'est pas une image, ce sont des mots. Bon, alors, pourquoi on parle d'image? Alors, pour comprendre cela... et pour comprendre qu'il y a dans l'image dans l'image verbale quelque chose de particulier, on peut déjà faire remarquer que cette dimension figurative de l'image, que donc Le Guern appelle aussi l'image associée à une expression, cette dimension, elle échappe au contenu conceptuel ou sémantique de l'énoncé. Par exemple, la fameuse phrase de John Donne, le vers « Aucun homme n'est une île ». Aucun homme n'est une île, c'est une négation, d'accord? Ça nie l'idée qu'un homme soit une île. Pourtant, l'image... qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase? Elle signifie que les hommes sont toujours liés à d'autres, etc., qu'on n'est jamais complètement coupé de tout, isolé, etc., hein, qu'on est toujours en lien avec d'autres gens. Bon. C'est une façon un peu résumée, pas très poétique de le dire, mais disons c'est l'idée générale. Mais on a ici une métaphore, on imagine une île
Et on voit tout de suite le lien, ce que pourrait être la solitude, l'isolement et une île. Hein. D'un homme, enfin, la solitude, l'isolement d'un homme ou d'une femme, et d'autre part l'image d'une île. Cette image, même si il y a une négation, même si on dit qu'aucun homme n'est une île, l'image de l'île, elle reste. Elle n'est pas éliminée par le fait qu'il y a une négation dans l'énoncé. C'est dans ce sens-là que je dis que cette dimension figurative, elle échappe au contenu conceptuel de l'énoncé. Parce que quand vous niez l'énoncé, la figure, elle y est toujours. Bon. Alors, pour avancer sur cette notion, je trouve que la notion, pour avancer sur cette compréhension de la fonction figurative de l'analogie, le concept d'imageabilité est très utile. Alors c'est un concept qui est pratiquement jamais utilisé, moi je ne l'ai jamais vu dans des articles de linguistes, mais c'est un concept utilisé par les psychologues. Alors, un psycholinguiste, Patrick Bonin, qui est à l'université de Bourgogne, et qui a fait un texte diffusé dans une revue assez confidentielle, mais qui en fait, on le trouve sur Internet, ce texte. C'est pour cette raison que je l'ai choisi, parce qu'il était facile à copier-coller. Donc, il dit la chose suivante pour définir l'imageabilité. L'imageabilité est une norme. Donc, vous savez, les psychologues étudient beaucoup les normes parce que dans les expériences, c'est comme ça qu'on peut vérifier, qu'on peut éliminer un certain nombre de biais, pour que les expériences aient un degré de validité plus élevé. Donc on a besoin de normes, et notamment de normes d'imageabilité. Donc l'imageabilité est une norme qui est, comme la familiarité conceptuelle, donc c'est une autre norme, la familiarité conceptuelle, est-ce qu'un concept est familier ou pas, hein, relative au concept. Bon. Alors il est au concept, mais en réalité, il s'agit des mots. Hein. Mais bon, c'est un psychologue, pour lui, ça ne fait pas une grande différence peut-être. Nous les linguistes, on est attentifs à ce genre de différence, mais pour un psychologue, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Bref, il s'agit de la facilité, là encore estimée à partir d'échelles, avec laquelle un participant peut générer, à partir de la présentation visuelle du nom de l'image, du nom d'une image, du nom de quelque chose, hein. Il dit le nom de l'image, mais c'est parce que dans les tests, on montre une image à des gens. Mais en fait, c'est le nom d'une chose ou de n'importe quoi. Le nom d'un... Bon. À partir de la présentation visuelle du nom de l'image, une image mentale correspondant à l'objet ou bien l'action, s'il s'agit d'action, désignée par le mot. Par exemple, à partir de la présentation visuelle du mot pomme, l'individu doit s'en faire une représentation mentale, une image mentale, et il doit, à l'aide d'une échelle en X points, sélectionner la case qui correspond à son degré de facilité versus son degré de difficulté d'élaboration de la dite image mentale. La case 1, par exemple, correspond à la réponse « Je n'arrive pas à former une image mentale » ou bien « très difficilement ». Et la case 5, au contraire, correspond à la réponse « J'ai réalisé très facilement une image mentale ». Pour le mot « pomme », par exemple, les valeurs d'imageabilité sont en général élevées. Alors, évidemment, une pomme, on se fabrique une image mentale très facilement. Mais il y a un certain nombre de mots pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Alors, voici à quoi ressemblent les échelles d'imageabilité. Vous voyez, bon, là, c'est un tableau dans lequel on a plusieurs types de normes. On a les normes de concrétude, ici, C ou C, concrétude. La deuxième colonne, ce sont les normes d'imageabilité. Donc, à gauche, moyenne, et à droite, écart-type. Hein. Mais bon, on va s'intéresser qu'aux moyennes. La fréquence subjective, la fréquence du mot pour la personne, et puis la valence émotionnelle. Hein. Est-ce que ça provoque une valence agréable ou désagréable? Donc, vous voyez dans cette liste, ici, on a des normes d'imageabilité qui sont à peu près stables, autour de 3, 4, avec quand même, vous voyez, un amplificateur, c'est déjà plus bas. Hein. C'est plus difficile à se le représenter. Mais on remarque aussi qu'on a l'impression qu'il y a une équivalence entre la concrétude et l'imageabilité. Hein, puisque les choses concrètes, on va se dire, elles sont facilement imageables. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand vous regardez le mot « bombe », par exemple, hein, le mot « bombe », il a une concrétude très élevée. On sait que c'est concret, hein, la bombe. Mais en fait,
très peu de gens en ont vu des bombes en vrai. Donc on a très peu d'imageabilité sur la bombe. Donc il peut y avoir des discordances entre la concrétude et l'imageabilité. Donc une bombe, ça a une imageabilité faible, beaucoup plus faible qu'une pomme, par exemple. Inversement, un ange. Un ange, évidemment, ça a un degré de concrétude très bas. Hein, pas très concret, un ange. En revanche, ça a un degré d'imageabilité élevé, parce qu'on a des images, des représentations des anges. Hein. Donc, vous voyez que il peut y avoir un décalage entre concrétude et imageabilité. Un mot comme anatomie, qui est un mot un peu abstrait quand même, il a à la fois une concrétude faible et une imageabilité faible, hein, les deux. Alors vous voyez, quelques exemples comme ça, où quand on croise la concrétude et l'imageabilité, on voit qu'il y a des mots ou des concepts, hein, qui ont une grande concrétude et une grande imageabilité, comme cigarette, guitare, violon, citrouille, etc., qui sont souvent les plus nombreux. Hein. Certains ont une bonne imageabilité, mais une faible concrétude, donc c'est le cas de personnages imaginaires, hein, comme les anges, les diables, les dragons, les fées. La notion de monde aussi. Hein. Et puis, inversement, on a des mots de faible imageabilité, mais de forte concrétude, qui correspondent en fait à des réalités peu usuelles. Hein. Vous voyez, par exemple, carquois. Bon, un carquois, on sait, vous savez, c'est un objet pour mettre des flèches. Une bombe, un luth. Bon, voilà, on sait que c'est concret, mais on ne sait pas exactement ce que c'est forcément. Hein. Donc, l'imageabilité, elle peut être faible. Et puis, certains mots ont à la fois une imageabilité et une concrétude faible. Donc ce sont des mots un peu abstraits, ou alors, vous voyez, sans, centaure, décoration, dièse, lutte, saint, anatomie. Alors, ce que je veux dire avec cette notion d'imageabilité, c'est que dans les métaphores, on doit avoir un gain en matière d'imageabilité. Si ça nous produit un effet d'image, si une métaphore nous produit un effet d'image, c'est parce qu'on augmente l'imageabilité grâce à une expression métaphorique. Aristote disait d'ailleurs, bien faire les métaphores, c'est voir le semblable. Donc c'est bien quelque chose qui est de l'ordre du voir, hein, et pas seulement de l'interprétation purement intellectuelle. Hein. Comme on disait tout à l'heure, avec Aucun homme n'est une île, la dimension de l'image dans la métaphore, elle n'est pas intellectuelle, elle est sensible, disons. Hein. Alors, c'est un sujet assez vaste, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que, en fait, ce type d'analyse permet de traiter les métaphores d'une manière un peu différente de la façon usuelle de traiter les métaphores, parce que justement, on va voir si le degré d'imageabilité est augmenté par l'élément qu'on utilise pour métaphoriser. Par exemple, si Baudelaire dit « la nature est un temple », bon. Quand je passe de nature à temple, évidemment, j'augmente le degré d'imageabilité, parce que je suis vers quelque chose de... À la fois, j'augmente la concrétude et l'imageabilité, là, en l'occurrence, mais j'augmente quand même, d'une certaine façon, l'imageabilité. Mais dans certains cas, on a des choses qu'on a envie d'appeler des métaphores et qui ne fonctionnent pas comme ça. Hein, par exemple, une métaphore comme... alors, je ne me souviens plus de la formulation exacte, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais je ne sais plus si c'est dans Saint John Perse ou dans... Bon, peu importe, il faudra que je vous redise ça. C'est une métaphorisation de l'océan, océan vieux célibataire. Hein, de métaphoriser l'océan comme un célibataire. Donc là, vous voyez, c'est quand même curieux, parce que l'océan est concret au départ. Et donc on a quand même une opération, une analogie qui est faite de manière assez étrange. Il faudrait voir comment elle s'inscrit dans le texte, etc. Bon, on en reparlera peut-être à l'occasion. Mais n'empêche qu'on n'a pas ce gain d'imageabilité, comme dans la plupart des métaphores. Bien.
l'imageabilité peut être l'imageabilité disons, de la propriété que je veux mettre en avant par la métaphore. Par exemple, si je reprends la métaphore classique, Achille est un lion. Achille est un lion. Vous allez me dire, bah oui, mais le lion, il n'est pas plus ni moins imageable que le Achille. Bon, Achille, à la limite, on a des images, il peut être imageable. Mais ce que je veux dire en disant Achille est un lion, c'est que je veux dire que Achille, il est valeureux, il est courageux. De dire le courage par quelque chose de concret comme le lion, c'est ça le gain d'imageabilité. Donc le gain d'imageabilité, il ne se fait pas forcément à partir du mot de départ, mais il se fait à partir, disons, aussi de la propriété qu'on veut mettre en évidence. Alors, enfin, la fonction discursive de l'analogie. Alors, la fonction discursive de l'analogie, ça, c'est l'argument par analogie, c'est l'analogie dans le discours didactique ou dans le discours de vulgarisation. Bon, j'en ai déjà un tout petit peu parlé avec l'affaire de Holocauste et abattoir, c'est-à-dire cette notion d'holocauste animal. Hein. Je ne vais pas y revenir maintenant. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'avais fait une conférence à l'ENS de Lyon qui a été enregistrée. Il y a une vidéo sur ça. Donc je n'y reviens pas pour l'instant, mais je voudrais simplement signaler que cette analogie qui est faite entre les camps d'extermination et les abattoirs, elle a là pour fonction de rendre convaincant un discours, en fait, de faire adhérer les interlocuteurs au discours. À quel discours? Au discours consistant à dire que... Ah, pardon, oui, il faut que je branche mon ordinateur. Au discours consistant à dire que voilà, qu'il faut... comment dire? Qu'il ne faut pas tuer les animaux, etc., etc. Donc, on utilise ici donc une source qui est une source, disons, pas une source, la source ici c'est, disons, l'abattoir. Hein. Mais on utilise donc une cible, on va tirer l'abattoir vers le camp de concentration, le camp d'extermination, l'Holocauste, etc. Pour, disons, oula, je ne sais pas ce qui se passe là. Ça me fait perdre le fil de ce que je voulais dire, du coup, c'est... Oui, pour... disons, la dimension, disons, purement argumentative ici, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. La dimension purement argumentative, elle vient du fait que, comme personne ne peut défendre que l'Holocauste, c'est bien, ne peut défendre l'idée que l'Holocauste, exterminer des Juifs dans les camps de concentration ou dans les camps d'extermination, c'est bien. Quand on fait le lien entre abattoir et camp d'extermination, forcément, on transfère la valence négative qui est dans l'Holocauste, le génocide, on le transfère sur l'abattoir. C'est ça le fonctionnement ici de l'argument par analogie. Mais il y a aussi, puisque les fonctions en fait de l'analogie, elles se superposent, il y a aussi une dimension figurative, parce qu'on peut imaginer aussi autre chose que simplement des animaux qui meurent, bien que les images diffusées des animaux dans les abattoirs sont déjà intrinsèquement très choquantes, mais on les rend encore plus choquantes en les montrant à côté de personnes qui sont dans les camps de concentration, etc. Alors le problème de l'argument par analogie, c'est que quand on regarde de près, selon les auteurs, il est défini d'une manière très variable, en fait. Hein. Donc là aussi, je vous le signale en passant, je ne vais pas y insister, mais voyez que ce qu'indique ce tableau, c'est que dans la rubrique argument par analogie, certains auteurs incluent d'autres arguments. L'argument par l'exemple, l'argument par la métaphore, l'argument par la définition,
l'argument par comparaison qu'on appelle aussi apparie. Et puis, certains considèrent qu'à l'intérieur d'une classe plus générale, argument par analogie, il y a l'analogie proprement dite. Donc vous voyez, c'est très confus, et selon les auteurs, vous avez des choix différents. Donc, quand on traite, je ne veux pas commenter plus loin, mais si à un moment donné, vous avez à travailler sur la question de l'argument par analogie, ben, le problème, ça va être, il faudra d'abord défricher les définitions et préciser quelle est votre orientation théorique, parce qu'il y a des variations importantes sur cette notion. Alors, la dernière fonction, c'est la fonction paraphrastique. Donc la fonction paraphrastique, elle se divise en deux, la paraphrase intralinguistique et la paraphrase interlinguistique. Donc la paraphrase intralinguistique, c'est la paraphrase à l'intérieur d'une même langue, lorsque vous redites la même chose d'une autre façon. Et puis la paraphrase interlinguistique, c'est d'une langue à l'autre, donc c'est ce qu'on appelle aussi la traduction. C'est ce qu'on appelle ordinairement plutôt la traduction. Alors, cette paraphrase intralinguistique, là je vais dire déjà un mot de la paraphrase intralinguistique. Ah mince, du coup là j'ai plus du tout de batterie. Bon bah écoutez, je reprends. On va faire une pause parce que j'ai laissé mon câble dans le bureau. Je vais brancher mon ordinateur et puis donc on reprendra juste après la pause sur la paraphrase intralinguistique. Bon. Bien, alors je vais reprendre. J'en étais donc à la fonction paraphrastique et plus spécifiquement à la paraphrase intralinguistique, donc à l'intérieur d'une même langue. Alors ce petit schéma ici qui vise à établir le lien entre paraphrase et interprétation vise donc, en établissant ce lien, à montrer que cette paraphrase intralinguistique, alors cette paraphrase intralinguistique qui vise à établir le lien entre paraphrase et interprétation vise donc, en établissant ce lien, à montrer que cette paraphrase intralinguistique, elle intervient chaque fois qu'il y a une interprétation. Parce que quand vous avez cette notion d'interprétation ici, qui est le point d'aboutissement, un texte, un discours, des gestes, qui sont une interprétation de quelque chose qui est ici à gauche du schéma à interpréter, eh bien, en réalité, on peut défendre l'idée que l'interprétation, elle est par rapport à l'interprète comme le texte ou le discours à interpréter est par rapport au producteur. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire quand on interprète quelque chose, c'est en quelque sorte à retrouver ce geste, ce lien qui existe entre le producteur et le texte ou le discours qu'il a produit. Alors ce processus, évidemment, il met en jeu différents facteurs qui sont indiqués ici, modalités, moyens, buts, etc. Mais je n'insiste pas sur ce point. Donc ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on dit qu'un texte T2 est une interprétation d'un texte T1, ça veut dire que T2 est une paraphrase intralinguistique donc de T1. Une interprétation, c'est une paraphrase. Quand j'interprète, je redis la même chose d'une autre façon. En donnant d'autres informations, en déployant, mais en tout cas, il y a une relation de paraphrase, c'est-à-dire d'équivalence entre les deux énoncés. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure provisoirement sur cette première approche, mon but ici était simplement de parcourir le plus vite possible, bon, ça nous a pris un peu de temps quand même, mais finalement en 2-3 séances, de parcourir l'ensemble des paramètres qui entrent en jeu dans la réflexion sur l'analogie linguistique. Et donc, on a vu d'une part que l'analogie est un processus cognitif central qui est donc une sorte d'évidence, qui c'est devenu une évidence de la psychologie cognitive. Donc ça existe dans votre système cognitif, l'analogie, à un niveau inconscient, c'est très important, c'est pas seulement au niveau conscient. Bon, et donc, comme ce processus cognitif est fondamental, très important, eh bien, on peut s'en servir comme point de départ, comme une assise, si vous voulez, comme une sorte de vérité
presque comme une vérité première, j'allais dire, hein, mais tout au moins comme un socle scientifique fiable pour aller vers l'analyse linguistique et se dire, si mon système cognitif fonctionne avec une sorte de machine analogique qui tourne perpétuellement, il doit y avoir dans le langage des phénomènes qui relèvent de l'analogie. Et en effet, on remarque que ce processus analogique est identifiable, disons, dans de nombreux types de phénomènes linguistiques. Et donc, ce qui reste à faire, qui est un travail qui prendra beaucoup de temps, hein, eh bien, c'est à organiser tous ces phénomènes analogiques qui sont très différents les uns des autres, hein, entre l'analogie iconique, enfin la fonction iconique de l'analogie, et puis, je sais pas moi, l'analogie de régularisation. Apparemment, ce sont dans chacun des cas des recherches très vastes et très complexes qu'il faut comprendre. Mais l'idée ici, c'est que ce concept d'analogie est un concept théorique qui permet de regrouper un très très grand nombre de phénomènes et donc de voir les points communs entre ces phénomènes. Alors, je vais maintenant passer à un examen plus précis de la notion d'iconicité qui est évidemment, on l'a vu, hein, impliquée dans cette notion d'analogie. C'était, si vous voulez, quand on a la première étape donc, qui consiste à faire le lien entre analogie et catégorisation, hein, ça on l'a vu, et je n'y reviens pas. La deuxième étape très importante, qui est le deuxième moment d'unification théorique, je vous l'ai dit, c'est de faire le lien entre analogie et iconicité. Bon. Donc c'est ce qu'on va faire là, à partir d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais savoir si vous aviez des questions sur ce qu'on vient de faire, parce que c'est vrai que je vais un peu vite là, mais... Alors, s'il n'y a pas de questions, avant de commencer ce nouveau chapitre, je voulais prendre un tout petit temps aussi pour refaire un petit tour de table sur l'état de vos travaux, de vos mémoires, etc. etc. Hein, donc, on peut commencer par vous ? Oui. Allez-y. Donc, à la fois sur votre... le travail personnel à rendre pour ce cours, et éventuellement votre mémoire s'il intéresse directement le séminaire. Donc, l'état d'avancement du travail à remettre, j'ai pas commencé, mais je pense à travailler sur la stylistique, oui. Sur les figures de style bien précisément, d'analogie. D'accord. Oui, je pense que c'est intéressant, les figures. Oui, bien sûr, il y a un travail à faire là-dessus. Oui. Je vous indiquerai à ce moment-là un article que vous pourrez lire. Il faudrait m'envoyer un mail pour que je pense à vous envoyer cet article. Ah d'accord. Oui. Récemment là ? Oui. D'accord. Bon, bah écoutez, à ce moment-là. Qui me suis inscrite à votre cours récemment. Ah oui, ok. Non, mais j'ai eu beaucoup de demandes de ce genre-là, donc voilà. D'accord. Donc la question des figures et du rôle de l'analogie dans les figures, c'est très vaste comme sujet. Peut-être qu'il faudra cibler sur un point précis. Hein, vous verrez en réfléchissant un petit peu. Très bien. Donc oui, un des enjeux importants, c'est quand même de savoir si vous avez déjà un sujet, parce qu'il faut quand même commencer à y travailler. Vous savez que vous devez rendre quand même une première étape assez vite. Alors, monsieur. Donc moi, c'est ma première séance. Ah, la première séance, d'accord. Bon. Moi aussi, c'est ma première séance. Ah, vous aussi. Ah oui. Alors, j'ai pensé, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de cibler un petit peu le sujet, parce qu'on a parlé tout à l'heure à propos de ça. Donc, j'ai pensé à travailler sur la créativité langagière du contact de langue. Par exemple, prenons les réseaux sociaux, les messages que les jeunes envoient entre eux. Puis après, donc, j'ai changé d'avis, donc j'ai parti sur la paraphrastique, sur l'interlinguistique, c'est-à-dire d'un passage, par exemple, prenons le domaine de tourisme, donc d'un passage, par exemple, en langue française vers une traduction, peu importe, arabe ou français. Donc je vais essayer de faire, c'est-à-dire une analogie entre les traductions
la traduction entre les... D'accord, donc le lien entre analogie et traduction. Oui, d'accord. Alors bon, prenez votre temps quand même, hein, parce que si vous venez de débarquer, c'est sûr que c'est un peu tôt pour avoir une idée déjà. Vous avez un directeur de mémoire. Oui. Ça, c'est bon, d'accord. Donc je vous conseille quand même de regarder... Ah, vous avez vu déjà, d'accord, très bien. Non, parce que non, mais je vous conseille alors à ce moment-là de regarder surtout la première, parce que je donne plein de détails pour le travail à rendre, des conseils aussi pour le mémoire, etc. Hein, donc si vous n'avez pas le temps, regardez au moins la première. D'accord. Voilà. Alors, nous, on est... Alors moi, je travaille donc sur le symbolisme phonétique. J'ai continué les lectures, j'ai continué avec Édouard Sapir. Je vais faire un devoir sur Édouard Sapir pour le semestre. Et donc là, j'ai lu un petit peu et j'ai également trouvé ce dont vous aviez parlé la semaine dernière. C'est-à-dire sur Takete. Ah, Maluma Takete, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. J'ai lu et puis je suis tombée dessus. D'accord, voilà. Très bien. Non, mais oui, le travail sur Sapir, c'est intéressant, on en avait parlé, c'est-à-dire de voir comment ces recherches mille mal, là, qui ont été séminales, disons, dans le domaine du symbolisme phonétique, comment elles s'inscrivent dans l'ensemble de ces travaux. Hein. Ce qui est intéressant, là, c'est de repartir de Sapir et d'élargir au-delà du symbolisme phonétique, mais de parler, de faire une sorte de petite synthèse sur qui était Sapir, quel genre de travaux il a produit, etc. Hein. C'est une petite synthèse sur Sapir, ça sera très intéressant. Il est régulièrement cité. Ah oui, ça c'est une certitude. Dans tout, il fait partie des pères fondateurs, si on veut, de la question du symbolisme phonétique. Oui. J'ai également été sur Google Scholar, comme vous nous aviez conseillé, pour prendre les premières références en lien avec le symbolisme phonétique. Et la première, c'était bien Johann Michaels. Oui, forcément. Voilà. Oui, ça montre bien que c'est la référence de base. Ouais. Ok, très bien. Monsieur ? Alors, pour mon mémoire, moi je travaille sur le domaine de la didactique des langues. Oui. L'approche actionnelle dans les manuels scolaires du français au Maroc. Et pour votre séminaire, l'idée qui me vient, c'est l'image, le rôle ou bien l'importance de l'image dans l'apprentissage du langage. Ah. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec votre séminaire. Alors oui, l'image, on vient de voir la fonction figurative de l'analogie. Mais alors tout dépend comment ce que vous entendez par image. Si vous entendez, là ça supposerait, mais peut-être que j'en parlerai à un autre cours, ça suppose quand même de théoriser un peu le concept d'image et de ne pas voir simplement l'image comme une simple chose visuelle, quoi. Hein, puisque quand on parle d'image dans les métaphores, on ne parle pas d'une chose visuelle, on parle bien d'une chose sonore qui produit un effet d'image. Donc, si on veut... bon, moi, si vous trouvez un lien entre les images, enfin le fait que des images complètent l'information d'un texte et l'analogie, pourquoi pas ? Là, a priori, ça n'est pas un sujet que je connais très bien, hein, donc j'aurais du mal à vous guider. Et vous faites avec qui votre mémoire ? Avec Madame Bourmayan. Ah, d'accord. Donc, ouais, sur l'approche actionnelle, ouais. Bon, peut-être, est-ce qu'il y a des problèmes liés à la question du transfert de connaissances, parce que souvent en didactique, il y a ce problème qui se pose du transfert, et qui est tout à fait lié à l'analogie. Ça pourrait être une autre piste. Bon, non, ça vous dit rien. Bah, écoutez, essayez de voir si c'est possible. Vous parlez de la transposition, non, du transfert de connaissances en didactique. Le fait que, si vous voulez, on vous enseigne quelque chose sur un certain sujet, et ensuite, vous êtes capable de transférer cette connaissance sur des dimensions plus larges que ce qu'on vous a enseigné au départ, vous voyez. Est-ce que vous pouvez transférer vos connaissances dans d'autres contextes ? Par exemple, je ne sais pas... vous travaillez avec un certain type de verbe sur, je sais pas, la morphologie verbale, par exemple, avec des élèves. Est-ce que ce qu'ils ont appris là sur une certaine catégorie de verbes, ils peuvent le transférer lors d'autres tâches,
qui ne seront pas juste des exercices de grammaire, mais des tâches de rédaction spontanées, ou alors est-ce qu'ils peuvent le transférer sur d'autres types de verbes, etc. Si vous voulez, la question du transfert, c'est une question archi-classique en didactique, en pédagogie, mais c'est pour cette raison que... Mais essayez de regarder si, à partir de cette notion, il y a un auteur assez connu sur le sujet qui s'appelle Tardif. Tardif, ouais. Je me souviens plus s'il faut 2 F ou 1 F à la fin. Un seul. D'accord, merci. Donc, regardez si ça peut être en lien avec votre mémoire. Et à ce moment-là, ça pourrait être une idée. Voilà. Alors, oui. Alors moi, mon mémoire, c'est sur la représentation du corps féminin, la littérature masculine, tout ça. Comment on défend le féminin, mais par des hommes et non pas par des femmes. D'accord. Dans quel type de corpus vous travaillez? Alors, j'en ai 2. Ouais. Le premier, c'est un roman très étudié, c'est celui de Tahar Benjeloun, La nuit sacrée. Ouais. Et le deuxième, c'est Le peintre dévorant la femme de Kamel Daoud. D'accord. Il est récent. C'est pas comme le premier. Et pour ce séminaire, j'ai trouvé une chose par rapport à mon mémoire. C'est toujours la représentation du corps féminin par des hommes. Du coup, ça va être la fonction figurative, tout ce qui est métaphore. Voilà, c'est ce que j'allais vous suggérer. Oui, et en fait, mais pour le moment, j'ai lu quelques articles sur Kern et tout. Je suis pensée peut-être que je vais élargir mon sujet. On verra. Oui, vous verrez, mais effectivement, l'entrée de la métaphore, c'est-à-dire si vous travaillez sur les représentations du corps féminin, vous aurez forcément des métaphores. Le corps va être métaphorisé à certains moments. Et donc, ce sera totalement pertinent pour le séminaire de travailler sur ce type spécifique de métaphore. C'est très intéressant. Oui. Merci. Désolée, en ce moment, j'ai plus d'idées pour le sujet de séminaire. D'accord. Donc, vous n'avez pas encore votre sujet, c'est ça? Oui. Et vous travaillez sur quoi dans votre mémoire? Mémoire principale. Pardon? Vous me demandez, je travaille sur mon sujet du mémoire principal. Oui. Étude terminologie dans le domaine de étude terminologie sur la terminologie du traitement automatiquement du langue. D'accord. La terminologie du traitement automatique des langues. Oui, c'est ça. Ok. Avez-vous des conseils? Ouais, c'est alors sur le rapport avec l'analogie dans un problème de terminologie. C'est-à-dire que il faudrait peut-être, vous pourriez peut-être travailler sur les néologismes, mais bon, ou sur est-ce qu'il y a des mots qui dans la terminologie qui viennent là aussi d'analogie ou de métaphore, enfin des mots, je veux dire des termes, puisque vous travaillez sur la terminologie. Il y a peut-être des termes qui ont une origine analogique en fait. Mais ça, je ne sais pas. Dans le traitement automatique des langues, d'autant que vous travaillez sur le français, bien sûr. Il y a beaucoup d'emprunts quand même, d'emprunts à l'anglais dans la terminologie du traitement automatique des langues. Mais en dehors de l'emprunt, il y a des adaptations, donc il y a sans doute des questions. Des calques. Des calques? Des des calques, pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'avec les masques, on entend mal. Oui, des calques, tout à fait, des calques. Mais voilà, et il y a peut-être aussi des sortes d'analogies entre le mot anglais d'origine et le mot d'arrivée. La notion de calque, d'ailleurs, pourrait être travaillée de ce point de vue-là. Parce qu'un calque, au fond, on dit calque, mais c'est une forme d'analogie aussi, un calque. Traduction latérale. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, d'accord. Donc, vous verrez, essayez de voir ça si c'est possible. D'accord.
vous avez un corpus de... Qu'est-ce que vous utilisez pour... D'accord. Bon. Très bien. Bonjour. Mon sujet est l'iconicité linguistique selon Jacobson. Oui. Et je me souviens plus ce qu'on avait décidé sur votre travail pour le séminaire. On n'en a pas parlé peut-être. En fait, mon mémoire de directeur, c'est vous. Oui, je sais, bien sûr. Mais je parlais du travail indépendant du mémoire pour le séminaire. Vous savez, vous devez rendre un travail de dizaine de pages pour le séminaire qui est différent du mémoire. Non, vous n'aviez pas compris ça? Qui est en rapport avec la séance aujourd'hui? Oui. Hein, ce sont deux choses différentes. Bon, donc il faudra réfléchir. Par exemple, Sabrina travaille sur le symbolisme phonétique un peu à partir de Hinton Ohala, mais elle a trouvé un sujet à partir, donc, comme on le disait tout à l'heure, de Sapir, qui est en relation avec son mémoire principal, mais qui n'est pas juste une répétition ou un morceau du mémoire principal. Il faut trouver donc un lien. Donc vous, si vous travaillez sur Jacobson, c'est le symbolisme phonétique selon Jacobson. Votre sujet. Oui, l'iconicité. L'iconicité, oui, pardon. L'iconicité selon Jacobson. Eh bien, à ce moment-là, oui, on peut faire la même chose. Faites une petite synthèse sur l'œuvre de Jacobson. Ce sera différent de votre mémoire, mais ce sera quand même en relation. Hein? D'accord? Très bien. Oui, bonjour, monsieur, je vais vous envoyer un mail ce matin. Et pour le sujet de mini-mémoire, je voudrais travailler sur les aspects analogiques dans la traduction, dans le champ de la traduction de la littérature pour la jeunesse franco-chinoise. Ah, d'accord. De français en Chine. Et ce travail lancera sur la traduction en version chinoise du trilogue de la comtesse Ségur. Comtesse de Ségur, d'accord. Oui, très bien. Oui, c'est une bonne idée, puisque vous servez des livres pour enfants comme corpus pour votre mémoire principale. C'est ça? Donc vous travaillez un petit peu sur la traduction de ces livres pour le travail à rendre pour le séminaire, c'est une bonne idée, oui. Oui, c'est une série qui a reçu, même si c'est un peu longtemps, je pense. Mais oui, c'est ancien, c'est sûr. La comtesse de Ségur, aujourd'hui, en France, on ne le lit plus beaucoup. Mais en Chine, il a reçu un grand succès. Il est sélectionné dans un programme de communication interculturelle lancé par l'ambassade de France en Chine. D'accord. Mais donc récemment, là, c'est quand vous dites qu'il a un succès. En 2016, je pense. D'accord. Plus précisément, je travaillerai sur les transferts conceptuels à l'univers interculturel. D'accord. Bon, pourquoi pas. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Et mon directeur du mémoire, c'est monsieur Laurent Perrin. Et le sujet de ce mémoire est analyse pragmatique de la construction, comparée de la construction de l'identité dans les discours politiques en France et en Chine. L'exemple des discours du vote présidentiel en France et en Chine en 2020. Et donc pour ce séminaire, le sujet que je voudrais développer, c'est aussi dans le domaine des discours politiques. C'est analyser, comparer des métaphores dans le discours politique, l'exemple des discours du vote présidentiel. Et mon idée de ce mémoire est structurée en 3 chapitres. D'abord, c'est basé sur la théorie de la métaphore conceptuelle, les fonctions des métaphores
dans les discours politiques. Et deuxièmement, c'est le contenu. Et après, c'est le connotation. Connotation culturelle en France et en Chine. Donc, c'est mon idée. D'accord. Et vous me donnez quelques conseils pour lier le mémoire de ce séminaire avec mon mémoire de fin d'année. Alors, si je comprends bien, votre question, c'est... donc, j'ai pas très bien compris parce que vous parliez de votre mémoire, là, quand vous parliez des 3 chapitres, vous parliez de votre mémoire principale. Non, c'est le mémoire principal. Pour le séminaire. D'accord, d'accord. Oui, mais donc c'est déjà bien élaboré, votre idée. Hein, il faudra... on en reparlera quand... Vous pouvez très bien m'envoyer des... Comment dire, une première étape, une première petite réflexion, des éléments même assez courts. Hein, parce que je vous le dis aussi, comme vous n'étiez pas là, l'idée c'est de rendre à la fin du semestre une partie du travail. Mais si vous avez des doutes sur la pertinence, sur l'intérêt, le mieux c'est quand même de m'envoyer un mail en me donnant vos idées principales et je vous dirai si vous êtes sur une bonne voie ou pas. Quand on a l'occasion d'en parler comme ça de vive voix, c'est plus facile parce que l'interaction est quand même plus simple. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand je mets en ligne, on entend très peu vos interventions, comme j'ai seulement un petit micro sur moi. Mais je le garde quand même parce que certaines de mes réponses sont utiles pour des étudiants et des étudiantes qui peuvent être dans la même situation. Du coup, on n'entend que mes réponses. Je reformule éventuellement quand votre intervention peut avoir un intérêt plus général, mais quand c'est pour vous personnellement, bon, voilà. Donc c'est pour cette raison que je me permets de mettre en ligne, sans vous demander tellement votre autorisation pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on diffuse. Bon, de toute façon, il ne faut pas rêver, c'est pas difficile. La diffusion, elle est quand même limitée à des gens qui sont vraiment intéressés par le cours. Et puis, par ailleurs, on ne vous entend pas. Donc, de toute façon, c'est pas très... C'est pas très impliquant. Oui, je vous en prie. Moi, je vais travailler, mon mémoire sera sur le régionalisme dans les romans algériens. Je vais sélectionner quelques romans algériens et je vais travailler sur le régionalisme. Est-ce qu'il est en rapport avec le séminaire que vous présentez? La notion de régionalisme, je pense que c'est un peu éloigné. Oui. Là, a priori, je ne vois pas bien. Mais peut-être que là encore, je veux dire, dans les textes littéraires, pour le lien avec l'analogie, on peut toujours s'en sortir avec les métaphores. Donc, il est possible que dans vos corpus, il y ait des réseaux métaphoriques intéressants, auquel cas, ça entre quand même dans la question. Avec mon mémoire de l'année passée. Oui, voilà, c'est aussi une solution. Le 13 novembre 2000. Voilà, c'est une autre solution. Si vous avez déjà, c'est tout à fait intéressant, si vous avez déjà fait une partie du travail, d'aller un cran plus loin, voilà, dans votre réflexion, c'est l'occasion. Hein. Voilà, l'enjeu, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien quand même, avec le séminaire pour, voilà, comment dire, pour que ça fasse avancer la réflexion. Alors, ce qu'on fera à un moment donné, vers la fin, vers les dernières séances du semestre, alors je ne sais pas comment on va faire, parce que comme je ne sais jamais qui vient, qui ne vient pas, parce que bon, évidemment, l'essentiel est que vous ne soyez pas trop nombreux, ou nombreuses. Mais j'aurais bien aimé cette année faire en sorte que vous ayez l'occasion de présenter d'une manière moins informelle qu'on le fait ici, que chacun ait, mettons, 5 minutes pour faire un très bref exposé sur l'état de son travail, pour qu'on puisse en discuter ensemble et que le but d'un séminaire, c'est une réflexion collective. Donc, on est en principe intéressé par les recherches de chacun qui apportent des éléments sur des éléments de réflexion sur cette question de l'analogie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le nourrir de vos travaux à vous, quoi.
Voilà, donc, mais je vous en reparlerai, et puis j'essaierai d'anticiper et d'organiser éventuellement par mail en amont, de savoir qui viendra, qui pourra présenter quelque chose, etc., etc. Ça sera un petit peu compliqué, mais on devrait y arriver. Oui, je vous en prie. Est-ce que je pourrais étudier d'autres figures de style que la métaphore? C'est-à-dire, je vous propose la métaphore parce que ça entre dans la rubrique de l'analogie. Si on est sur les figures de style en général... L'analogie, elles n'ont pas d'autres figures. Les figures d'analogie. Voilà, il faut que ce soit en lien avec la question de l'analogie. Donc, certes, il y a la métaphore, il y a d'autres analogies qui ne sont pas forcément... Voilà, il y a la comparaison. Voilà, c'était ça votre question? Ah oui, d'accord, j'avais mal compris. Ah oui, bah, tout à fait d'accord, oui, oui. C'est ça, toutes les figures qui entrent dans la rubrique de l'analogie sans se limiter à la métaphore, tout à fait d'accord, aucun problème. Ouais. Très bien. Alors, dans le peu de temps qui reste, je vais quand même introduire cette notion d'iconicité. On va fermer la fenêtre. Alors, un des points que je voudrais signaler sur cette question d'iconicité, c'est que on a, avec ce concept d'iconicité, le risque d'une sorte de malentendu dans l'opposition entre iconicité et arbitraire. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, notamment en parlant de l'iconicité donc d'image, enfin, disons de la fonction iconique de l'analogie, que, bon, dès qu'on dit qu'il y a un lien entre signifiant et signifié, par exemple, si on dit que les mots qui contiennent des « i » renvoient souvent à des objets petits, étroits, légers, alors que les mots qui contiennent des « a » renvoient à du grand, du large, du lourd, etc. C'est un exemple typique du symbolisme phonétique. Par exemple, je sais pas, dans les livres pour enfants, vous qui travaillez sur les livres pour enfants, la petite souris, elle s'appelle toujours Mimi. Elle va jamais s'appeler Momo, par exemple, la petite souris, parce que ça renvoie à du petit. Bon, et puis, c'est bien que dans les livres pour enfants, les auteurs des livres pour enfants, ils ont une sorte d'intuition pour nommer leurs personnages quand les noms sont des noms inventés, quand ils ne renvoient pas à des noms qui existent dans la langue française. Par exemple, je sais pas moi, dans l'histoire de Blanche-Neige, les nains sont nommés grincheux, etc. Bon, bah là, il n'est pas question de symbolisme phonétique, puisque le nom propre renvoie à un mot qui existe dans la langue française. Bon. En revanche, Mimi, ça renvoie à rien. Ça ne renvoie pas à un mot de la langue française qui évoque une certaine signification. Donc c'est vraiment la sonorité là qui est... Bon. Avec cette notion d'iconicité, on a l'impression qu'on est dans un opposé à l'arbitraire. Et alors, effectivement, chez certains auteurs, je donne ici deux exemples, mais on verra que chez Jacobson, c'est la même chose. L'exemple de Hyman, qui est un linguiste important, qui est donc l'auteur de l'article Iconicity dans l'encyclopédie de linguistique d'Oxford. Donc, c'est un volume tout à fait sérieux. Et il dit... il parle, vous voyez, du dogme de l'arbitraire du signe. Et il dit que le premier texte qui a tenté de contredire ce dogme de l'arbitraire du signe, c'est ce fameux article de Jacobson, À la recherche de l'essence du langage, article 265, qui est donc l'article qui lance le concept d'iconicité dans le domaine de la linguistique. Parce qu'on va le voir, ce concept, il appartenait préalablement au domaine de la philosophie ou de la sémiotique, mais il venait d'un auteur, un philosophe américain qui s'appelle Peirce, Charles Sanders Peirce. Et c'est Jacobson qui, en utilisant Peirce, a introduit cette notion dans la linguistique, dans les années 60, vous voyez. Bon, et alors, à partir de ce moment-là, ça a été perçu comme une attaque contre l'arbitraire. Donc on aurait d'un côté l'arbitraire, vu par les spécialistes de l'iconicité comme une espèce de croyance un peu injustifiée, puisqu'on parle de dogme. Un dogme, c'est bien pour dire que c'est une espèce de vérité à laquelle on n'a pas le droit de s'opposer. C'est un peu ça l'idée. Et puis, même chose chez Trabant, Jürgen Trabant, qui est... Donc on a ici
mais il n'est pas présent aujourd'hui, un étudiant qui va travailler sur l'analyse de Humboldt par Trabant, parce que ça renvoie directement, c'est le mot comme signe et comme image. Bon, Trabant dit la chose suivante: l'iconicité du langage a été un quasi-tabou de la linguistique moderne, brisé seulement par un essai de Jacobson qui introduisait une nouvelle discussion du problème de l'iconicité et du caractère naturel du langage. Donc là aussi, Jacobson apparaît comme novateur, et là, c'est un tabou de la linguistique, le fait de dire que le signe n'est pas arbitraire. Bon, donc là, c'est la même idée du dogme. Alors, là, je voudrais tout de suite être aussi clair que possible sur ces notions. Pour moi, travailler sur l'iconicité ou sur le symbolisme phonétique, ça n'est pas une lutte contre le principe de l'arbitraire. C'est une continuité. Alors, il faut voir comment les deux s'articulent, se relient. Il y a des choses qui sont arbitraires dans le langage, il y a des choses qui sont iconiques ou qui sont motivées. Le problème, il est évidemment de comprendre quelle est la place de chacune de ces notions. Il n'est pas de dire ceux qui croient que le signe est arbitraire ont tout faux, ou inversement, ceux qui croient que le signe n'est pas arbitraire sont des fous ou ont faux. Il est d'articuler les deux. Alors, l'un des problèmes chez Saussure vient d'une certaine ambiguïté de la notion de système. Il y a deux façons, si l'on veut, de comprendre la notion de système, c'est-à-dire le fait que la langue soit un système. Quand on parle de système, on parle de la langue comme système, le système de la langue. Il y a deux façons de le comprendre. Soit on le comprend au sens justement d'une régularité, d'une systématicité interne. Et donc, chez des auteurs comme Meillet ou surtout Guillaume, Meillet, c'est celui qui disait que le système de la langue, c'est comme un ensemble où tout se tient. C'est une formule qui vise à indiquer que ce qui est fondamental dans les langues, c'est cette régularité. Voilà, par exemple, que quand on conjugue des verbes, ils se conjuguent tout le temps de la même façon. C'est une régularité. Quand je prends les verbes du premier groupe... Pardon ? C'est une norme. Oui, voilà. Je prends le verbe... si je sais conjuguer le verbe chanter, le verbe marcher, le verbe parler, je pourrais conjuguer le verbe polémiquer, même si je ne l'ai jamais conjugué précédemment. Donc, il y a une régularité. Et cette régularité, elle est, pour certains auteurs, au fondement de la langue. Et elle est juste limitée par un peu... Il y a des restes. Tout ne peut pas être parfaitement régulier. Donc il y a des restes qui sont un peu irréguliers, et c'est ça l'arbitraire. Et dans ce cas-là, dans cette perspective, les représentations mentales jouent un rôle important parce que, précisément, cette régularité, elle est une régularité qui est cognitive, en fait. Pourquoi il y a des régularités ? Parce que s'il n'y avait pas de régularité, notre système cognitif humain, il ne pourrait jamais apprendre les langues. Ce serait trop compliqué s'il n'y avait pas de régularité. Donc, la nécessité de la régularité dans les langues, elle vient de nos limites cognitives en tant qu'être humain, du besoin qu'on a de ces régularités. Bon. Alors, évidemment... on peut voir les choses dans le sens inverse, et ça, ce sera plutôt le point de vue saussurien, c'est-à-dire de dire que fondamentalement la langue est arbitraire, mais secondairement, il peut y avoir des régularités. Donc vous voyez, déjà au niveau du système, du concept de système, il y a deux façons de voir la chose. Soit la systématicité, elle est considérée comme étant fondamentale et l'arbitraire est secondaire, soit on dit le signe est arbitraire, et puis il y a un peu de systématicité parallèlement. Alors ce deuxième point de vue, ça va être celui du système comme système de valeurs pures. Donc ici, l'idée c'est vraiment, alors là il faudrait entrer un petit peu dans le détail de l'analyse saussurienne du signe. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Là, on va juste résumer, j'y reviendrai la semaine prochaine.
Enfin, pas la semaine prochaine, puisque c'est les vacances, la semaine dans 15 jours. Donc on a cette idée de la nature différentielle du signe. Alors, est-ce que cette notion de théorie de la valeur, nature différentielle du signe, est-ce que ce sont des notions qui vous disent quelque chose? Oui. Comment est-ce que... je pense qu'il y a des signes qui sont relatifs et arbitraires. Relatifs, c'est qui sont en relation avec leur étymologie. Ah oui, alors non, c'est pas l'idée de valeur, et elle est différente. Là, ce que vous dites, c'est en relation avec la motivation relative, certes, mais là, je vous posais la question parce que le problème théorique est un petit peu plus compliqué sur la notion de valeur chez Saussure, le concept de valeur, la théorie de la valeur. Est-ce que vous avez déjà eu un enseignement là-dessus, un cours? Non, pas vraiment. Alors, là, il faudra que j'explique ça un petit peu mieux. J'y reviendrai au prochain cours. Mais en un mot, hein, quelle est l'idée? Pourquoi on parle de système de valeurs pures? Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs? C'est en fait l'idée, qui est vraiment une invention de Saussure, quelque chose vraiment d'extraordinaire dans l'histoire des idées, hein, qui a été... c'est l'idée que les entités linguistiques se définissent non pas par leur substance, par ce qu'elles sont, mais se définissent par de pures et simples oppositions entre elles. Ce sont des entités purement oppositives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas des dichotomies, des pures oppositions. C'est-à-dire que vous avez un système de signes, je le présente là d'une manière assez abstraite, hein. Vous avez un système de signes. Un système de signes, c'est quoi? C'est un ensemble clos avec des signes à l'intérieur qui s'opposent les uns aux autres. Et leur valeur ne tient que par leur opposition. Un exemple très simple qui est donné par Saussure lui-même, vous imaginez, en français, vous avez 3 mots pour dire un peu la même chose, mais craindre, redouter, avoir peur. Craindre, redouter, avoir peur. Avec des nuances à chaque fois, hein. S'il y a ces 3 mots en français, c'est que... on ne peut pas utiliser l'un à la place de l'autre dans tous les contextes. Il y a donc des différences entre ces 3 mots. Donc, si vous voulez, le spectre de sens couvert par ces 3 mots, il est distinct. Il y a une partie du spectre qui est couvert par redouter, une autre par avoir peur et l'autre par craindre. Bon. Si un de ces 3 mots disparaissait, qu'est-ce qui se passerait? Alors, si vous n'êtes pas dans une théorie purement oppositionnelle, vous allez dire, si un des mots disparaît, il y aura un trou de signification. Il y aura un trou dans la signification. Parce que la signification que portait le mot, il n'y aura plus de mots pour la dire. Donc, il y aura un trou dans la signification. Mais justement, Saussure s'oppose à ce type d'hypothèse, qui de toute façon, on voit bien, ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque le système, le microsystème qui signifie craindre, redouter, avoir peur, bon, s'il n'y a plus que 2 signes dedans, eh bien ces 2 signes vont couvrir l'ensemble. Et si un des 3 mots disparaît, tout l'espace sémantique va être occupé cette fois-ci par les 2. Donc chacun des 2 mots va prendre un peu du sens qu'avait celui qui a disparu. D'accord? Et c'est en cela que on comprend que ce sont des oppositions qui vont définir le sens et le rôle des unités linguistiques. Alors, je l'illustrerai, on peut l'illustrer aussi avec ce qu'on appelle l'analyse componentielle, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc, je reviendrai, puisque je vois qu'il est déjà... l'heure, je reviendrai la semaine prochaine sur cette distinction entre le système comme ensemble, au sens de la systématicité et le système au sens du système de valeurs. Hein. On reviendra là-dessus parce que c'est vrai que j'ai fait comme si vous connaissiez tous cette notion, mais évidemment que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est quand même une notion extrêmement importante dans l'histoire des idées linguistiques. Hein. C'est quand même... Tout le monde connaît Saussure. Hein. Mais en fait... la seule vraie chose qu'a inventé Saussure, c'est ça, cette théorie de la valeur. Donc si vous connaissez Saussure et que vous ne connaissez pas la théorie des valeurs, c'est dommage. Donc ça vaut le coup qu'on prenne un petit peu de temps pour l'expliquer. D'accord ? Oui, c'est ça. Mais alors là aussi, il y a un gros malentendu, c'est que
Le structuralisme, c'est une sorte de déviation quand même à partir de Saussure. C'était beaucoup plus la langue en elle-même et pour elle-même. Oui, ça c'est l'idée, ça c'est vrai que c'est une formule assez saussurienne, la langue en elle-même et pour elle-même. Mais disons que les auteurs, les spécialistes contemporains de Saussure font une différence quand même assez nette entre ce qu'a écrit Saussure, vous savez que le cours de linguistique générale, il n'est pas écrit par Saussure, il a été écrit par des élèves. Donc on a beaucoup de recherches depuis quelques années sur les textes de Saussure lui-même, les manuscrits, les inédits, et on sait mieux maintenant ce que pensait vraiment Saussure. Bon, alors c'est sûr qu'il y a quelques différences par rapport au cours de linguistique générale, pas tant que ça, mais il y en a quand même. Mais on peut maintenant très clairement reconstituer quand même assez bien le point de vue de Saussure. Et ce qui apparaît, c'est quand même que le structuralisme s'est inspiré de Saussure, mais est allé dans une autre direction finalement. Hein. Et il n'a peut-être pas retenu... Il y a certains auteurs qui considèrent que le structuralisme est pré-saussurien. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas tenu compte de l'enseignement de Saussure. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, on présente le structuralisme comme un héritage du saussurisme. Hein, mais la chose est beaucoup plus compliquée parce que finalement, oui, on prend des choses dans Saussure, mais on peut estimer que ces choses qui ont été prises dans Saussure ont été mal comprises. Et bon, ben, ça a quand même donné un courant intellectuel extrêmement intéressant, extrêmement important, hein, qui vient non pas de Saussure, mais qui vient du cours de la linguistique générale. Et c'est là la différence. Hein. C'est la façon dont le cours de linguistique générale a été interprété à un moment donné qui a produit le structuralisme. Mais la pensée de Saussure a des aspects intéressants et justement très intéressants sur notre sujet. Et j'y reviendrai notamment avec un texte de Anne-Gaëlle Toutain, qui est une spécialiste de Saussure, qui est venue d'ailleurs il y a quelques années dans ce séminaire faire un exposé. Je vous redonnerai le lien si vous voulez l'écouter, un exposé extrêmement intéressant sur la question de l'arbitraire chez Saussure, et je vous expliquerai donc comment cette notion de valeur nous permet de mieux comprendre, disons, cette distinction entre deux conceptions du système. Simplement, donc, ce que je voulais signaler et le point sur lequel je voulais attirer votre attention aujourd'hui seulement, c'est de bien voir que ça n'est pas parce qu'on travaille sur l'iconicité qu'on est anti-arbitraire. Hein. C'est ça qui est la chose subtile à comprendre, c'est le lien entre arbitraire et iconicité. Et ce lien-là, il faut quand même, il y a quand même toute une étape de réflexion pour comprendre l'articulation. Voilà, alors je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas comment va se faire l'alternance, puisque là, comme on a une semaine de vacances, en théorie, d'après la règle du nombre pair-impair, enfin du chiffre pair-impair, ça devrait être les mêmes qui viennent. C'est marqué dans le je crois, par semaine pair-impair. Ah oui, d'accord. C'est sur le NT, d'accord. Ah oui. Non, parce que normalement, c'était le lundi de chaque semaine. Par exemple, là, on est lundi, combien là? On est lundi 19. Donc, normalement, c'est une semaine impaire. Oui. C'est ça. Mais comme la semaine prochaine, il n'y a pas cours, donc la semaine prochaine, ce sera pair, mais la semaine d'après, où les cours recommencent, ça va être à nouveau impair, normalement. Mais c'est marqué, je crois, toutes ces semaines, jusqu'au mois de novembre, je ne sais pas, c'est marqué dans les... D'accord, ben écoutez, merci de nous l'avoir signalé, vérifiez. Hein. Voilà, à bientôt. Allez, au revoir.